Bonsoir tout le monde, bienvenue à la première émission après l'Aïd, Saha Aïdkoum, à toutes et à tous. Nous reprenons notre émission avec toujours mes invités à qui je souhaite une très très bonne fête. À ma droite toujours Yassine, bienvenue Yassine et Saha Aïdak. À ma gauche Tarek et la bonne mine après Ramadan. Ça Donc va, Saha on Aïdak, reprend des couleurs, ça bienvenue. aide comme ça aide. Donc sans trop tarder, on va essayer un petit peu de décortiquer l'actualité qui a dominé cette semaine. Donc Tarek, il y a quelque chose qui vient de... Une info toute fraîche, c'est Air Algérie qui a attribué provisoirement le marché de l'acquisition de plusieurs appareils. Donc je pense que tu as un petit peu des détails parce que c'est la flotte Effectivement, qui va être renforcée par de nouveaux appareils. tout à fait. Alors c'est Air Algérie c'était au mois de septembre-octobre, qui avait lancé un avis d'appel d'offres international pour l'acquisition de 15 appareils. Effectivement. Donc divisés en deux lots distincts, donc moyen courrier et donc long courrier, gros porteur. Et donc il y a eu la publication de l'avis d'attribution provisoire, comme tu l'as bien précisé, donc pour la partie moyen courrier. Donc Air Algérie a opté pour toujours la gamme 737, donc qui est quand même c'est l'appareil le plus utilisé dans le monde, l'appareil commercial le plus utilisé dans le monde, qui a fait ses preuves, qui est fiable. C'est le module le plus utilisé par Air Algérie depuis au moins une quarantaine d'années. On a commencé avec les premiers, le premier de cette gamme. Donc cette fois-ci, c'est quand même des appareils qui sont très très de dernière technologie. C'est le 737 MAX 9. Le 9, hein, pas le 8 où il y a eu des problèmes, mais c'est le 9. Donc 8 appareils. Donc c'est des appareils qui ont à peu près la configuration un peu plus de 200 sièges, donc qui sont très fiables et qui vont permettre de renforcer la flotte Air Algérie dans cette gamme. Ensuite, pour les longs courriers, là c'est donc le constructeur européen, c'est Airbus, comme par le passé aussi pour Air Algérie. Donc c'est un peu la même stratégie. Et là, c'est alors 8, on a dit pour les 737 MAX 9, et là, c'est 5 A330 900 et 2 A335 1000, qui, bon, pour la 330, c'est un peu plus de 300 sièges, et pour la 350, c'est jusqu'à 450 sièges. Donc, c'est effectivement des appareils qui vont être utilisés dans cette gamme pour des vols long courrier, donc que ce soit le Moyen-Orient, l'Asie ou encore l'Amérique du Nord. Voilà. Et probablement aussi, je pense que la destination Afrique du Sud aussi et le renforcement de toutes les destinations continentales en Afrique aussi vont être prises en considération. Ça va permettre à Air Algérie quand même d'augmenter son offre. Sa présence aussi. Oui, sa présence. Bien sûr, c'est qu'on a un avis d'attribution provisoire. Il faut déjà que ça soit confirmé. Et ensuite, il faut aller vers la construction de ces appareils. Et donc, ça va durer peut-être quelques années. C'est-à-dire, c'est pas, je pense que ça va au moins 1 an et demi pour commencer à recevoir les premiers appareils. Très bien. Yassine Marzouki, une question. C'est un lourd investissement pour Air Algérie. Donc, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les objectifs attendus de tout cet investissement? Oui, avec ces nouvelles acquisitions, Air Algérie doit passer à peu près à 70 ou 71. C'est ça. Donc ça va augmenter sa capacité. Mais en attendant, ils peuvent aller vers l'affrètement de quelques appareils pour un peu combler le déficit. En haute saison. Oui, surtout en haute saison. La période Al-Hajj aussi, ça consomme énormément d'appareils. Donc tout ça, c'est une bonne chose que Air Algérie continue sur sa lancée, parce qu'il y a toujours, si on change de constructeur, on change de technologie, après il y a
Il y a les questions de maintenance aussi. Bien sûr. Bien sûr. Donc le personnel d'Air Algérie, maintenant habitué à ces appareils, que ce soit en Boeing ou bien en Airbus, les gens sont bien formés sur ça. On n'a pas... Enfin, c'est des gens qui ont accumulé beaucoup d'expérience. Oui. Autre chose, en parlant d'affrètement, pareil, Air Algérie qui a lancé un avis, donc restreint pour l'affrètement de 2 appareils à partir du 1er juillet jusqu'au mois de septembre, jusqu'au 9-10 septembre. Donc, pareil, donc un long courrier et un moyen courrier. Donc, Oui, pour renforcer. Alors, pour renforcer la flotte. effectivement, Hajj. Ah, très bien, très bien. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est un investissement un petit peu lourd, mais est-ce que ça veut dire le retour sur investissement pour Air Algérie, parce que avec la situation d'Air Algérie, un petit peu, c'est... Non, c'est quelque chose de naturel. C'est dans les corps de l'Algérie. Quand même, c'est une compagnie qui a beaucoup de potentiel. Sauf qu'auparavant, c'était mal géré, le Bahalim, Koulouad, Rayou. Maintenant, c'est une compagnie qui est appelée à évoluer dans les normes économiques qui sont soit surtout technique, le côté technique à ne pas négliger, le côté économique, la compagnie doit veiller à ce qu'il y ait des résultats financiers importants, et peut-être qu'après l'introduction en bourse des compagnies et des banques publiques, je pense qu'il est temps d'introduire Air Algérie en bourse. Et là, la compagnie sera obligée de se conformer aux normes universelles de gestion des compagnies aériennes. Parce que maintenant, il y a beaucoup de social à l'intérieur, des recrutements aléatoires. Non, si elle est contrainte d'aller en bourse, je pense qu'elle va changer, la compagnie doit changer. Yassine Merzougui, juste, vous avez évoqué le social sur le plan interne, donc des recrutements, etc. Est-ce que, entre guillemets, c'est social par rapport au prix du billet? Est-ce qu'il y aura, par exemple, quelque chose Non, c'est une gestion qui est... chaque segment est imbriqué dans un autre. Les salaires doivent tenir compte des recettes de l'entreprise. Effectivement. Donc, s'il y a augmentation des prix des billets, effectivement, s'il y a plus de recettes, et là, c'est un arbitrage qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit aller investir sur les équipements, ramener d'autres appareils, ou bien les investir dans le côté salaire, biens sociaux pour les employés. Donc, tout ça, ça se passe partout dans les entreprises économiques où il y a un arbitrage entre les salaires et les investissements. Mais l'Algérie est tenue maintenant, n'a plus le droit à l'erreur. C'est un marché qui est très restreint. Il y a l'évolution des low cost qui est là. L'encercle algérien un peu partout, surtout sur les destinations européennes. Et puis, il y a le marché du fret qu'on a pratiquement négligé. Et c'est un marché très important. Donc, Air Algérie est tenu d'aller acquérir des cargos. Bon, il fait le fret maintenant, mais en volume très restreint. Ça ne répond pas aux besoins. Et puis, l'Algérie, par rapport à sa position géographique, elle peut être plus tard un hub important, surtout avec s'il y a des aéroports qui seront développés au sud du pays. L'Algérie pourrait devenir un hub important entre l'Europe et l'Afrique. Effectivement. Et donc, c'est une vision globale que C'est un sujet qu'on a évoqué dans l'une de nos dernières émissions. Le problème d'Air Algérie actuellement, c'est quoi? C'est que
l'effectif est très important par rapport au nombre d'appareils. Par rapport au nombre d'appareils. Donc il faut, pour éviter d'aller vers un plan social, il faut augmenter le nombre d'appareils, augmenter le nombre de destinations. Simplement, il y a un frein. Actuellement, en Algérie, c'est l'obligation légale qui est faite pour toute compagnie, idem, ça s'applique aussi pour Air Algérie, d'acheter des avions neufs, d'acheter en cash. Alors que la solution du leasing existe, elle n'est toujours pas appliquée. Il semblerait qu'il va y avoir prochainement une dérogation pour Air Algérie pour acheter en leasing. Là, c'est très peu de compagnies dans le monde achètent cash, tout le monde achète en leasing. Donc il y a ce problème. Deuxièmement, il y a un autre problème concernant les salaires. Si on va par exemple sur toute la partie, le personnel navigant technique, donc les pilotes, sont quasiment aux normes mondiales. Les salaires sont très intéressants. Sauf que, en face, quand je dis en face, c'est-à-dire si on voit un peu où sont concentrés le nombre de compagnies en cours de création, c'est essentiellement au Moyen-Orient. Il y a de très très grands projets de compagnies qui sont en train d'être créés, notamment en Arabie Saoudite. Il risque d'y avoir un appel d'air, c'est-à-dire que ce sont des compagnies qui vont avoir besoin de personnel qualifié, et la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de débaucher. Il y a un risque pour Air Algérie, le risque, il est réel. Donc, soit on va intéresser les gens par une forme de patriotisme, on va dire Air Algérie vous a formé, Air Algérie vous donne des salaires intéressants, restez ici. Soit ils vont devoir ajouter de l'argent. Simplement, qu'il y a un gap, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre certains métiers au sein de la compagnie et des métiers les plus en vue. Les plus en vue. Donc c'est vraiment une stratégie qu'il faut mettre en place. Ces personnes risquent d'être débauchées par d'autres compagnies. Le plus important, il faut que la compagnie soit rentable. Pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle ait plus d'appareils, il faut qu'elle ait plus de destinations. Et plus de rotation. Et plus de rotation. Et, élément important, il faut miser aussi sur les capacités nationales, c'est-à-dire c'est un pays qui est très grand, c'est un pays d'aviation, on a pratiquement une quarantaine d'aéroports aux normes internationales. Il y a des aéroports où il y a un vol par semaine, il y a des aéroports où il n'y a pratiquement pas de vol. Donc il faut rentabiliser tout ça. Oui. Merci beaucoup, merci pour toutes ces précisions. Une autre information, pas toute fraîche, qui a marqué un petit peu cette fin de semaine. Yassine Merzougui, c'est le décret présidentiel qui a mis fin aux fonctions de plusieurs responsables, notamment les envoyés spéciaux du chef de l'État. Donc, par exemple, Abdelkarim Harchaoui à la diplomatie économique, Lila Zerouki au grand partenariat, Taous Haddadi, Nourdine Awam, Ahmed Ben Yamina. Donc, des gens ont été... c'est des fins de fonction. C'est des gens qui n'ont pas travaillé beaucoup. Quelles sont les raisons qui ont poussé le chef de l'État à mettre fin en fonction de tout ce personnel? On ne connaît pas les raisons, mais les nominations, chaque nomination obéit à une logique d'efficacité. Effectivement. Donc je pense que le président a jugé qu'ils n'ont pas été efficaces dans leurs postes respectifs et qu'il fallait rectifier les tirs, mettre fin à leurs fonctions et déléguer plus de prérogatives au ministère des Affaires étrangères. Donc je pense qu'avec le retour de Ahmed Attaf, qui a été, je ne sais pas pour quelle raison, il a été critiqué, alors que Ahmed Attaf, il fait partie de la première promotion de diplomate au niveau de l'UNA. Il est de la même promotion que Ahmed. Ils sont terminés en 1975. Donc il y a Lama Amra, il y a Ouyahia. C'est une promotion qui a fait ses preuves à travers l'histoire du pays. Donc en termes de compétences, c'est un gars qui a montré
ses compétences auparavant, avec des décisions très importantes qu'il a assumées. On se rappelle que Saint-Égidio, les gens considéraient que c'était un tournant important. Alors, c'est un non-événement. Ouais. Un non-événement. Il faut avoir du courage politique pour le dire. Avec le il a été associé à la décision qu'a pris le président Zeroual pour fermer les frontières terrestres avec le Maroc. C'est une bonne chose pour le pays. On est en train de récolter les fruits de cette décision. Puis il a une qualité, c'est sa fidélité, Ahmed Attar. Il est fidèle, ne prend pas d'initiative de manière hasardeuse. Et donc, je pense qu'il va mettre les choses au point. Est-ce que, par exemple, il y aura d'autres personnes qui seront désignées dans ces mêmes postes? Enfin, on ne sait pas pour le moment. On ne sait pas. Parce que la question que je voulais poser, c'est que tous les postes concernent la diplomatie. Ils sont envoyés spéciaux auprès du président. Donc, on a par exemple des délégués, enfin des envoyés spéciaux à la sécurité internationale, à l'action, à l'économie, à la diplomatie économique, à la communauté algérienne établie à l'étranger, à la question palestinienne, libyenne et au Moyen-Orient. Donc, est-ce que, par exemple, Yassine a dit que Ahmed Attar pourrait coiffer toutes ces prérogatives? C'est évident. Le ministère des Affaires étrangères sert à ça. Mais je pense qu'il y a une nouvelle structure, enfin une structure qui a été lancée dès l'arrivée du président Tebboune, c'est l'agence de coopération. Ces personnes, ces cadres ont été nommés justement au moment où l'agence de coopération n'était pas opérationnelle. Maintenant que l'agence de coopération est opérationnelle, certaines missions qui étaient portées par ces diplomates reviennent de fait à cette agence de coopération. D'accord, ok. Certaines missions plus diplomatiques, c'est les affaires étrangères, et les autres qui sont plus dans le cadre économique, plus dans l'influence aussi de l'Algérie, etc., sont plus des attributions de cette agence. Donc il faut, bien sûr, il faut qu'il y ait une coordination entre le ministère et cette agence, et la présidence, et d'autres institutions pour que les choses puissent bien fonctionner. Donc je pense que c'est un peu plus une réorganisation qu'une mise fin de fonction pour absence de résultats. Parce que, en fait, les résultats, ce qu'ont réalisé des diplomates, rien n'a été rendu public. C'est-à-dire il y a eu très peu de... celui qui était peut-être le plus médiatisé, qui a toujours été mis en avant, et qui avait à peu près le même statut, c'était Bellani, qui était pour le Maghreb, et le Sahara occidental et le Sahel. Donc là... enfin, il n'est pas concerné par le... Mais parce que maintenant, il est secrétaire général des AE, du ministère des Affaires étrangères. Donc je pense que c'est plus dans le sens d'une réorganisation. Effectivement, justement, j'allais poser la question à Yassine, est-ce qu'on peut dire que c'est le redémarrage de l'action diplomatique? Non, l'action diplomatique n'a jamais cessé de fonctionner. Sauf qu'il y a des hauts et des bas. On a été dans l'organisation du sommet arabe. C'était une belle réussite avec surtout le retour des négociations entre les différentes factions palestiniennes. La diplomatie algérienne a bien travaillé. Mais c'était beaucoup plus la présidence que les AE. Les visites du ministère, très limitées. Les gens qui venaient, ils venaient pour voir le président. C'est-à-dire que la diplomatie, à travers les dernières 20 ans, les 20 dernières années à nous, les gens ne croyaient plus en la diplomatie algérienne en dehors de la présidence. Bouteflika, c'est lui,
les AE. Il a tout centralisé. On a tous son Donc, à quoi ça sert de discuter avec les AE en Algérie? Alors que la décision ne lui revenait pas. Voilà. Donc, et les gens on continue sur ces réflexes. Mais je pense que ça va se stabiliser. Donc, c'est les partenaires qui ont pris ces réflexes de négocier directement avec la présidence au lieu de le faire avec les AE. Donc, à travers le temps, ça va se rétablir. Une autre question par rapport, pas une autre question, c'est enfin, une information toujours dans le domaine de la diplomatie. Donc cette semaine, les autorités ont rapatrié nos ressortissants du Soudan. Donc dans la vague des rapatriements, donc il y avait des Syriens, des Palestiniens qui ont été rapatriés par les autorités algériennes. Un détail sur ça, Tarek. Monter une opération pareille, parce que c'est avant tout une opération sécuritaire. Effectivement. Un pays Zone de qui conflit. est vraiment en zone de conflit. Puisque même Port-Soudan, de là où a décollé l'appareil, donc l'Ilyushin, les forces aériennes, est déjà une ville où il y a de fortes tensions. En plus, il a fallu donc prendre tous les membres de la communauté, toutes les personnes qui se sont inscrites, donc essentiellement de la capitale jusqu'à Port-Soudan. Et ensuite, permettre de prendre tout le monde et de partir. Là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont réussi à organiser des opérations pareilles, il faut le dire. C'est-à-dire, les Japonais ont réussi, ils ont eu du mal, d'autres pays qui ont sous-traité, et d'autres pays l'ont fait à partir de bases qui se trouvent à Djibouti. Donc, mais de le faire à partir du Soudan, ça a été quand même risqué. En fait, tout ça pour dire que si on n'a pas une diplomatie forte des services de sécurité qui sont compétents, etc., de l'expérience, c'est quand même assez difficile d'organiser des opérations pareilles. Et en plus, donc les autorités ont offert donc, des places à d'autres ressortissants, donc palestiniens et syriens. Yassine, on l'a fait au début du conflit en Ukraine, cette fois-ci au Soudan. On se souvient tous, enfin c'est pas la même chose, mais le pont aérien vers Omdurman, par exemple, c'était quelque chose qui s'est fait d'une manière rapide mais efficace. Donc à mon dessus. Non, en termes de déplacement, bien de projection massive, l'Algérie quand même a acquis énormément d'expérience. Même on se rappelle qu'il y a eu les étudiants algériens qui étaient en Chine au début du Covid. Ils ont été rapatriés de l'université de Yuan et l'État a pris en charge la période de 15 jours. Confinement. Voilà le confinement. Et donc le pays l'a fait pour pratiquement tous les ressortissants algériens qui étaient coincés à l'étranger. Donc ils ont été rapatriés avec les risques de contamination et tout. Ils ont été hébergés dans des hôtels étatiques et bien sûr aussi privés. Et tout ça, c'est une expérience dans la logistique algérienne. On a vu même nos cadres de la protection civile qui ont été félicités, aussi bien en Turquie qu'en Syrie, pour leur capacité de leur intervention projeter à des distances assez longues et avec une efficacité temporelle qui est importante. Donc sur ce plan-là, il n'y a rien à craindre par rapport aux forces armées algériennes qui ont pris maintenant de bons réflexes pour agir n'importe où dans le monde. Pour rappeler la Syrie, l'aéroport d'Alep, c'est les premiers avions donc algériens depuis des années qui ont réussi à atterrir à l'aéroport d'Alep au moment du tremblement de terre. Et ça a été salué par... Enfin, justement, il faut préciser que l'Algérie était presque le seul pays qui s'est rendu en Syrie.
Parce que c'est tout le monde qui ont choisi la Turquie. Oui, par la suite, oui, il y a eu d'autres pays, mais en tout cas, le premier, c'était l'Algérie. le Oui, oui. premier a osé atterrir, c'est-à-dire avec tous les dangers sécuritaires qu'il y a sur place, Puis l'interdiction. et l'interdiction, Oui, justement, en parce que plus, c'est l'Algérie qui a bien sûr. bravé l'interdiction. tout à fait, et atterrir, il y a eu plusieurs vols, plusieurs Non, c'est appareils, sur le- donc qui ont du atterri moins, sur sur le l'aéroport plan d'Al. humain, c'était super bien fait. Intervenir dans des Oui, mais il faut conditions qui aussi, sont celles de la Syrie. au sein du commandement, aussi avoir le courage de dire, bon, ben allez, moi j'envoie des appareils, j'envoie des équipages, et ils vont atterrir dans cet endroit où plus personne n'atterrit, où il y a un danger réel en termes de... Enfin, il y a un danger parce que la situation en Syrie n'était. Mais jusqu'à maintenant, bien sûr. Mais il y a aussi l'interdiction. Oui, Donc, bien une sûr, en plus l'interdiction. ça, Tout à fait. Donc, braver celle-là, c'est quand même. Tout à fait. Mais C'est même honorable. avant-hier, atterrir à Port-Soudan dans une aventure comme ça, c'est pas évident. Hein. Il y a Oui, des c'est pas pays évident. Mais comme, on parlait, Yassine, on parlait du fait que. Donc il y a une interdiction, ça veut dire c'est le volet politique de la chose. Il y a une interdiction qui a été bravée. C'est honorable. Oui, bien sûr. Parce que au Soudan, on se rappelle que les États-Unis ont évacué leur personnel, leurs citoyens, leurs sortissants avec des appareils de combat. Et ils étaient accompagnés par des hélicoptères de combat. Donc c'est pour dire que la situation n'est pas maîtrisable au niveau du Soudan. Mais les Ngoulo, alhamdoulilah, ils sont rentrés sains et saufs. Chez eux, oui. Ouais. Mais merci Yassine. Une page de pub. Restez avec nous, une page de pub et on revient tout de suite.